Bonjour tout le monde. Grand plaisir de vous retrouver encore pour cette autre édition des webinaires du CRIMT. Je me présente rapidement, Dalia Gesualdi-Fecteau. Je suis prof à l'École de relations industrielles et directrice du CRIMT. Pour ceux et celles qui connaissent pas notre centre de recherche, on s'intéresse aux enjeux du travail et de l'emploi et de ses mutations et de sa régulation. Donc, c'est vraiment un grand plaisir d'accueillir aujourd'hui ce webinaire qui est un espace d'échange. Donc, il y aura des premières présentations, mais je vous invite à réfléchir et à retenir vos questions ou les poser directement au fur et à mesure dans le chat. Ça peut être des commentaires aussi pour la période d'échange qu'il y aura en toute fin de webinaire. Alors, avant de vous présenter les personnes présentatrices avec nous aujourd'hui, je vais quand même faire un portrait de pourquoi on a été incité, ou en tout cas, on a voulu organiser ce webinaire-là aujourd'hui. Alors, comme la plupart d'entre vous le savent très bien, hein, le régime d'extension juridique des conventions collectives est prévu à la loi sur le décret de convention collective et occupe une place particulière dans le paysage des relations de travail. Peut-être d'ailleurs parce que c'est une loi qui a une longévité historique adoptée en 1934, faut-il le souligner. Alors, qu'est-ce qu'elle prévoit, la loi sur les décrets de convention collective? Et Laura va pouvoir revenir là-dessus de façon plus détaillée, mais elle prévoit évidemment d'étendre à tout un secteur certaines dispositions négociées entre un syndicat et un employeur par l'effet d'un décret. Qu'est-ce que la loi sur les décrets de convention collective permet? Bien, elle permet d'assurer des conditions minimales, mais aussi à prévenir la concurrence déloyale entre des entités, entre des entreprises et à structurer l'organisation du travail dans certains secteurs où, on le sait, la fragmentation des employeurs est parfois importante. Donc, comme plusieurs d'entre vous le savez aussi, il y a eu au cours des derniers mois des annonces qui laissent entrevoir une possible réforme de ce régime-là, donc une réforme législative de la loi sur les décrets de convention collective. Donc, ce qu'on a voulu faire par l'organisation de ce webinaire, c'est de réunir d'une part des chercheurs et des chercheuses du CRIMT, que je vais vous présenter dans quelques secondes, qui s'intéressent depuis un moment à la loi et le régime d'extension et des personnes qui sont issues des milieux de pratique pour justement examiner dans ce dialogue praticien, et chercheur le rôle que joue dans la régulation du travail ce régime-là, les défis auxquels ce régime-là est confronté et comment il faut penser les pistes de réforme pour l'avenir. Donc, pour lancer notre webinaire, on va avoir une présentation de notre collègue Laura Deshaïbis, qui est professeure à l'Université Laval, qui va commencer par une présentation des dimensions juridiques du régime d'extension, expliquer son fonctionnement, ses critères d'application et qui va faire un survol historique pour rappeler que malgré les réformes récentes, la fonction de la loi sur les décrets reste essentielle et particulièrement précaire dans certains secteurs, particulièrement importante dans des secteurs précaires et atypiques. On va ensuite avoir une présentation de notre collègue Pierre-Antoine Harvey, qui est professeur à l'École de relations industrielles, qui va nous présenter un portrait des décrets tels qu'ils se présentent aujourd'hui en abordant les groupes de travailleurs, travailleuses qui sont visés et les avantages salariaux que ces décrets-là leur apportent. Il va s'intéresser aussi aux critiques qu'on entend parfois du régime qui sont émises par les employeurs et l'impact économique potentiel si on abolissait ce régime ou certains de ces décrets. On va ensuite se tourner vers des personnes des milieux de pratique qui connaissent de façon très étroite ce régime-là pour composer avec lui dans le quotidien de leurs activités professionnelles. D'abord avec Alexis Saunier-Beaupré du Comité paritaire du personnel de l'industrie de la signalisation routière du Québec. Ensuite, Caroline Paré du Comité paritaire de l'entretien des édifices publics et Patrice Lemire du Comité paritaire véhicules automobiles et lourds.
Alors, évidemment, ces trois personnes-là vont pouvoir nous parler des spécificités de leur secteur d'activité, la composition de la main-d'œuvre, la réalité des conditions de travail et le rôle que joue le comité paritaire dans la régulation du secteur. Ils vont aussi ouvrir avec nous une réflexion sur les pistes de réforme qui conviendrait d'envisager advenant justement une modification de la loi sur les décrets. Finalement, Jennifer Genet, qui est aujourd'hui conseillère au service de la recherche de la FTQ, va nous parler d'une tentative d'obtention d'un décret dans un secteur justement où on parle de fragmentation d'employeurs, fragmentation, oui, des employeurs et de conditions de travail relativement précaires dans le secteur des résidences pour personnes aînées. Et pourquoi un décret dans ce secteur-là serait et aurait été pertinent? Les obstacles qui ont été rencontrés, elle aussi pourra, à l'aune de cet exemple-là ou à l'aune de cette expérience-là, nous parler des pistes de réforme possibles. Alors, je m'arrête ici et je cède sans plus tarder la parole à ma collègue Laura Deshaibes. Laura, le micro est à toi. Merci Dalia. Bonjour tout le monde. Très contente d'être avec vous aujourd'hui. Donc, moi, je vais me charger là, essentiellement d'expliquer c'est quoi un peu la LDCC, puis d'où ça vient et où ça s'en va potentiellement. Donc, Dalia l'a déjà mentionné, mais c'est essentiellement un mécanisme d'extension juridique de convention collective qui permet d'étendre à tout un secteur d'activité, donc un métier, une industrie, un commerce ou une profession, l'application d'une convention collective négociée. C'est un mécanisme, comme Dalia l'a mentionné, qui existe depuis 1934, qui s'appelait à l'époque la loi relative à l'extension juridique des conventions collectives. Donc, c'est une loi qui précède le Code du travail et qui précède plusieurs lois protectrices là, en matière de travail. Historiquement, le but en 1934, c'était d'empêcher la concurrence déloyale sur la base des salaires et d'empêcher le nivellement vers le bas dans un contexte économique, dans un contexte de crise économique. D'ailleurs, à l'époque, il avait été proposé la possibilité d'adopter un salaire minimum, mais le ministre du Travail de l'époque craignait que ce minimum deviendrait un maximum d'une certaine manière. Dans les débats parlementaires aussi en 1934, ça montrait que les employeurs étaient quand même favorables à ce mécanisme-là, mais voulaient surtout s'assurer qu'il y ait une certaine équité dans leur industrie, d'où l'idée d'étendre les conventions collectives à toute une industrie. Le modèle en soi est fortement inspiré du modèle corporatiste d'inspiration chrétienne qui prônait une collaboration entre syndicats et employeurs. Comment ça fonctionne? Puis là, je le résume très rapidement. Donc, un syndicat et un employeur vont négocier une convention collective de manière classique au sein d'une entreprise. Si une des parties, souvent le syndicat, considère que ces conditions de travail-là sont représentatives d'un secteur, elles peuvent demander au ministre du Travail de l'étendre à tous les salariés de l'industrie visée. Cette demande peut être faite par l'une ou l'autre des parties. Donc, il n'y a pas d'exigence dans la loi que ce soit une demande conjointe des parties. Par contre, la demande doit spécifier une zone géographique. Donc, ça peut s'étendre à une ville, une région administrative ou toute la province. Le ministre du Travail va prendre la demande, va l'évaluer selon des critères préétablis là, sur lesquels je vais revenir. Et si ces critères-là sont remplis, va recommander l'extension de la convention collective. Donc, à ce moment-là, un décret va être adopté sur la base des clauses monétaires de la convention collective, donc salaire, avantages comme les congés, heures supplémentaires, parfois aussi les régimes d'épargne retraite. Donc, ce n'est pas toutes les conditions de la convention collective qui sont étendues, mais les clauses monétaires vont s'appliquer à tous les employeurs et à tous les salariés d'une industrie, que les salariés soient syndiqués ou pas. Et d'ailleurs, dans beaucoup de décrets qui existent actuellement, la majorité des personnes couvertes par le décret ne sont pas syndiquées. Donc, on dit que ça crée des normes de travail bonifiées. Les décrets ont déjà été qualifiés comme la convention collective des non-syndiqués. C'est un mécanisme qui est particulièrement intéressant dans un contexte contemporain qui est caractérisé par la fragmentation des entreprises, la prolifération des emplois précaires et atypiques.
sachant que la syndicalisation classique, le modèle du Code du travail, est très difficile dans les faits là, dans ces milieux-là. D'ailleurs, la définition de salarié dans la loi sur le décret, qui est inchangée depuis ses débuts, diffère particulièrement des définitions du Code du travail ou de la loi sur les normes du travail qui se centrent là, sur le critère de subordination juridique. Donc, on définit les salariés dans la LDCC comme tout apprenti, manœuvre ou ouvrier spécialisé, ouvrier qualifié ou compagnon, artisan, commis ou employé qui travaille individuellement en équipe ou en société. Donc, il n'y a pas cette idée de subordination juridique nécessairement à un employeur. Et généralement, la jurisprudence a interprété cette définition-là comme pouvant s'appliquer à des entrepreneurs économiquement dépendants des donneurs d'ouvrage. L'adoption d'un décret va mener à la création d'un comité paritaire, dont nous avons plusieurs représentants aujourd'hui, qui devient responsable de la gestion des décrets. C'est un comité qui est paritaire parce que son conseil d'administration est composé d'un nombre égal de représentants syndicaux et des employeurs, mais c'est une entité qui est distincte des partis et distincte de l'État. Les comités paritaires sont financés par les cotisations patronales et des travailleurs, puis va s'occuper, entre autres, là, du respect du décret, mais je vais laisser nos représentants des comités paritaires vous en dire un peu plus sur leurs fonctions. Deux points importants à noter que je veux souligner. D'abord, les décrets, ce n'est pas un règlement qui est déterminé par le gouvernement. C'est vraiment des conditions de travail négociées que le gouvernement va étendre par décret, mais ça reste des conditions de travail qui sont négociées. Et c'est la même chose là, quand on renouvelle un décret, les conditions renouvelées vont être aussi négociées. Le deuxième point que je voulais souligner aussi, c'est que les décrets n'empêche pas la syndicalisation classique par entreprise. Donc, c'est un mécanisme qui est complémentaire au Code du travail et donc des personnes qui sont visées par un décret peuvent tout à fait décider par la suite d'obtenir une accréditation syndicale dans leur milieu de travail. Là où la loi sur les décrets de convention collective est un peu plus problématique, disons, de nos jours, c'est un peu dans la transparence, dans la manière d'appliquer les critères, en fait. Donc, l'article le plus important à ce niveau-là, c'est l'article 6 de la loi sur les décrets qui, dans le fond, donne les critères là, que le ministre doit prendre en compte, là où la ministre doit prendre en compte pour étendre là, des conditions de travail. Donc, ça dit que les dispositions de la convention collective doivent avoir acquis une signification et une importance prépondérante pour l'établissement des conditions de travail. Et aussi, bon, ces conditions de travail-là ne doivent pas nuire à la compétitivité des entreprises québécoises ou au maintien des emplois et ne doivent pas alourdir la gestion des décrets. Comment c'est appliqué? C'est là qu'il y a un peu moins de transparence au niveau là, de la manière concrète que le ministère va appliquer ces critères-là. Dernièrement, on sent une tendance à chercher un fort appui du milieu patronal, alors que ce n'est pas une exigence là, juridique au sein de la loi. Il y a eu plusieurs tentatives de réforme de cette loi au fil des ans. Là, forcément, c'est une loi de 1934. Depuis les années 80 aussi, on voit poindre là, régulièrement des suggestions d'abolir ce mécanisme-là. Bon, il y a l'idée que c'est un mécanisme qui est désuet, qui est plus utile compte tenu du corpus législatif québécois en matière de protection des droits au travail. L'idée aussi que ça apporte beaucoup de lourdeur administrative aux entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises. Au niveau, bon, un résumé rapide là, des propositions de réforme, bon, il y a eu une demande d'une plus grande transparence de la part des comités paritaires, ce qui a été répondu notamment là, en 2022 avec l'adoption d'un règlement qui exige des comités paritaires de la transparence, notamment au niveau de leurs états financiers. En 2018, ça a été proposé que la gestion des décrets soit transmise là, à la CNESST. C'est une proposition qui n'a pas abouti finalement. Puis, la modification la plus importante, je dirais, c'est en 1996 avec le projet de loi 75 qui a notamment modifié les critères de l'article 6 dont je viens de vous parler.
Ce qu'on constate, par contre, de ces différentes propositions de réforme-là, c'est que la LDCC a subi les contre-coups des politiques néolibérales, puis la tendance à la déréglementation. Puis on sent des tentatives de rendre un peu cette loi-là sans effet ou de réduire sa portée effective. Ça reste que les circonstances aujourd'hui sont pas nécessairement si différentes qu'en 1934. Donc, en 1934, on n'avait pas de protection juridique de la négociation collective, mais de nos jours, ce qu'on constate, c'est qu'en fait, le Code du travail qui protège ça a une portée de plus en plus réduite. Et donc, dans ce contexte-là, il y a toujours cette tentation, disons, de diminuer là, les coûts de production sur le dos de la main-d'œuvre. Et donc, l'autonomie collective là, continue d'agir un peu comme une manière de rééquilibrer les rapports de force. Ce que je veux souligner en conclusion, c'est vraiment que la LDCC, à ses débuts, puis encore aujourd'hui, possède une fonction principalement sociale, donc de relèvement des conditions de travail, de protection des travailleurs vulnérables. Puis ça a été confirmé très récemment par la Cour d'appel du Québec, donc en 2022, dans une décision qui visait à évaluer si des abribus, donc des abris pour attendre l'autobus, pouvaient être considérés comme des édifices publics. Donc, il y a un décret sur l'entretien des édifices publics. Puis la question, c'est de savoir, est-ce que ce décret-là s'applique à des travailleurs qui font l'entretien des abribus? Et dans sa décision, la Cour d'appel mentionne, et je cite, devant deux interprétations raisonnables du décret, il y a lieu de favoriser celle qui s'harmonise le mieux avec son objet principal, soit la protection des travailleurs vulnérables. Donc, la Cour d'appel qui reconnaît cet objectif historique de la loi et qui réaffirme le fait que cet objectif-là demeure encore de nos jours. Donc, je rappelle, c'est une décision de 2022 assez récente. Donc, à mon sens, toute proposition de réforme qui se tient doit garder cette fonction sociale en tête et ne pas l'amoindrir sous peine de retirer finalement tout son potentiel là, pour l'amélioration des conditions de travail des travailleurs et travailleuses précaires et atypiques. Donc, je vais m'arrêter là-dessus parce qu'on est réglementé avec le temps et je passe la parole à mon collègue. Merci beaucoup, Laura. Oui, ils sont réglementés par le temps, il et elle, par moi-même en personne, va leur gérer ça avec une main de fer dans un gant de velours. Alors, pour laisser de la place pour la discussion, donc je réitère, si vous avez des questions, des commentaires, Laura a présenté quand même un cadre qui peut en lui-même susciter des questions, un cadre juridique qui peut susciter des questions. Allez-y dans le chat où vous pourrez intervenir à la fin. Alors, on se tourne vers toi, Pierre-Antoine Harvé. Le micro est à toi. Merci beaucoup. Euh, donc, moi, je vais aller assez rapidement. C'est plus quelques observations, là. Continuez de partager. Quelques observations sur les décrets d'extension de convention collective pour voir le portrait. Alors, actuellement, on est dans une situation où les décrets de convention collective sont en nombre bien moins élevé que qu'est-ce qu'on a eu historiquement. Il faut se rappeler là, que, comme Laura le disait, c'est un mode d'organisation qui précède le Code du travail et la loi qui le précédait. Au milieu des années 50, on retrouvait là, une espèce de parité d'utilisation des modes d'organisation où on avait 150 décrets à la grandeur de la province du Québec qui représentaient à peu près 200 000 salariés, alors que le Code du travail où la loi sur les ouvriers était aussi en croissance, avait à peu près 250 000 travailleurs et travailleuses syndiqués à l'époque. Donc, il y avait une parité en termes de forme de représentation. Une des premières formes de réduction des décrets, c'est lorsque le secteur de la construction a obtenu son propre mode de négociation sectorielle avec la loi R20 à la fin des années 60. C'est 100 000 travailleurs et travailleuses, là, particulièrement les travailleurs, qui ont quitté le système des décrets pour aller dans une loi particulière. On retrouve encore aujourd'hui, alors on était jusqu'à récemment avec 15 décrets. À la fin décembre, un décret nous a quittés
Si je me trompe pas, Laura, là, je pense que c'est la fin de la convention collective qui était représentative n'est plus en vigueur. Je ne sais pas si l'entreprise a fermé ou le syndicat. Donc, on a perdu le décret dans les matériaux de construction, la menuiserie métallique. Donc, on est à un décret dans ce secteur-là. Il en reste 14 et je vous dirais que les décrets varient selon leur taille et les secteurs qu'ils représentent. Donc, on a toujours donc deux décrets qui sont parmi les plus populeux, si je peux dire, qui sont des décrets d'entretien ménager dans les édifices publics. Donc, toute personne qui fait l'entretien ménager. Donc, et c'est un décret pour la région de Montréal et pour la région de Québec. C'est 2000 entreprises assujetties et près de 25 000 travailleurs et travailleuses là, qui sont touchés par ce décret-là. Un autre secteur particulier, secteur du service automobile. Donc, c'est à la fois les concessionnaires automobiles, donc les employés de garage et ce qu'on appelle après-marché, donc tous les secteurs, les garages et magasins de concessionnaires de pièces automobiles qui sont couverts. Donc, 6 décrets dans différentes régions du Québec, plus de 5000 entreprises et près de 2000 artisans qu'on appelle ou des entrepreneurs autonomes pour un total de près de 35 000 employés dans ce secteur-là. Agents de sécurité, donc un décret qui couvre la province au complet, 22 000 travailleurs et travailleuses. Signalisation routière qui est le petit nouveau, donc un décret qui vient d'être instauré il y a quelques années, qui lui touche, comme son nom l'indique, là, les signalisatrices et les signalisateurs routiers, près de 3 500 employés à travers la province et camionnage et gestion des déchets. Donc, 2 décrets, un de la région de Montréal, un à Québec, près de 3000 employés. C'est donc près de 90 000 employés qui sont touchés par le régime des décrets de convention collective. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas banal en termes de capacité d'intervention. Et on le voit là, particulièrement dans l'entretien ménager des édifices publics, agents de sécurité, ce sont des secteurs où on peut retrouver là, à la fois des travailleurs et travailleuses plus précaires parce que c'est des secteurs avec petites entreprises à haut taux de roulement des entreprises, forte concurrence, et aussi des entreprises qui sont dans une concurrence de forme appel d'offres. Donc, si on est c'est facilement, pour l'employeur, il y a un incitatif à couper sur les coûts de main-d'œuvre. Il y a aussi structurellement un incitatif à établir une cohérence entre les différentes entreprises du secteur, puisque souvent les appels d'offres, c'est au plus bas soumissionnaire. Donc, en réglementant au niveau des conditions de travail, ça nous permet là, d'atteindre l'objectif que Laura parlait, d'avoir une concurrence qui ne s'applique pas sur les coûts de main-d'œuvre, mais sur d'autres facteurs de capacité des entreprises. Euh, c'est des logiques d'extension. Là, je vais pas revenir. Je reprends les 3 objectifs de l'extension des conditions de travail négociées pour mettre en contraste, là, parce qu'elles s'appliquent selon les décrets, selon des logiques différentes. Les 3 logiques et les 3 objectifs sont bien vivantes encore. Donc, réduire la concurrence sur les coûts de main-d'œuvre, ça permet à la fois d'établir un plancher minimal pour l'ensemble des entreprises. Donc, s'assurer là, qu'on n'est pas dans une cutthroat, une concurrence là, vraiment vers le bas pour les conditions de travail. Et ça permet aussi, et c'est l'élément important, de préserver une compétitivité pour les entreprises syndiquées. Et donc, une pérennité pour les syndicats dans des secteurs difficiles d'organiser, considérant que c'est des secteurs à forte concurrence. S'il n'y a pas d'extension, on pourrait penser que les entreprises syndiquées qui finissent par offrir des conditions de travail plus élevées ne seraient plus concurrentielles, fermeraient, ce qui mettrait fin aux syndicats. Donc, l'extension permet la survie pour les syndicats et pour les entreprises syndiquées. Et l'objectif social qui est d'offrir des conditions favorables à l'ensemble des travailleurs et travailleuses qui sont plus vulnérables. Euh, ces 2 logiques-là, on peut le voir là, quand on compare les salaires des décrets
et salaire minimum ou le salaire des conventions collectives. Donc, la première logique est plus vraiment le véritable extension d'une convention collective à l'ensemble d'un secteur, dans des secteurs à forte concurrence où on pourrait présumer facilement que le salaire minimum pourrait s'appliquer, le salaire minimum légal étant donné les faibles qualifications nécessaires à l'embauche. Donc, dans le secteur de l'entretien ménager, celui de Montréal, le salaire du décret est à 23 et 25. Le salaire de la principale convention, en fait, la convention qui sert d'extension, est lui aussi à 23 et 25. Donc, on est véritablement là, dans une logique euh, euh, d'harmoniser l'ensemble du secteur en imposant des conditions salariales uniformes pour l'ensemble des entreprises, qu'elles soient syndiquées ou non. On constate là, par les données du comité paritaire qu'il y a seulement 20% des travailleuses et travailleurs du secteur qui gagnent plus que le minimum décrété. Donc, c'est très peu. Donc, la morsure du décret sur le secteur, elle est presque complète. Donc, les conditions du décret vont pousser l'ensemble du secteur. Contrairement à ça, euh, à l'opposé, on est plus dans une logique où le décret va servir vraiment à la fois à offrir un plancher minimal par rapport à l'ensemble du secteur, mais va aussi permettre aux entreprises syndiquées de se démarquer malgré tout dans ce marché-là. Si on regarde le secteur automobile, c'est assez surprenant où le décret est à 20 et 78, mais lorsqu'on compare le salaire moyen du secteur, on est à 23 et 84 et les conventions collectives sont pour la plupart autour de 28 et 80. Là, les chiffres varient, là, mais on voit qu'il y a quand même une bonne différence et que même dans les entreprises non syndiquées, là, on constate que près que 80% des salariés gagnent plus que le minimum décrété. Donc, bien sûr, dans ce secteur-là, ça s'explique en partie par la pénurie de main-d'œuvre qui est apparue dans les dernières années, qui a permis, en fait, aux négociations salariales et aux négociations individuelles d'aller plus vite que le décret. Mais c'est aussi une distinction en deux marchés du travail différents, distingués. Donc, les concessionnaires automobiles qui sont les plus gros employeurs, mais aussi ceux avec une marge plus importante, souvent qui sont syndiqués, et le secteur après-marché qui sont les garages ordinaires, si je peux dire. Donc, les concessionnaires qui sont syndiqués ont à la fois l'incitatif de conserver leurs conditions de travail plus élevées pour aller chercher la main-d'œuvre la plus qualifiée et la plus compétente et rester des employeurs attractifs, alors que les syndicats aussi ont un certain avantage à garder leur convention plus haut que le reste du marché. Bon, on voit donc c'est une logique là, où l'impact, là, la morsure est beaucoup moins forte et on est plus dans une logique d'établir un minimum de manière à avoir une saine concurrence tout en laissant aux organisations syndicales et aux entreprises syndiquées la chance de se démarquer. Euh, Face au décret, là, Laura les a couverts, mais je vais quand même y revenir, là, les principales critiques provenant d'associations d'employeurs. Et il faut noter ici là, que je ne les ai pas nommées. Ce n'est pas l'ensemble des associations d'employeurs qui critiquent ou dénoncent l'ensemble des décrets. Ce n'est pas souvent non plus les associations d'employeurs qui sont membres des différents décrets, mais bien sûr, la FCEI est la porteuse du flambeau là, sur l'abolition des décrets. Bien sûr, une complainte là, très néolibérale et compétitiviste là, euh, du caractère des décrets, c'est que en fait, ça empêche la libre concurrence et la libre détermination des conditions de travail. Donc, c'est un cadre qui est uniforme, inadapté au contexte et aux besoins des PME, ça manque de flexibilité selon les contraintes, ça réduit la compétitivité. Cet argument-là est un argument fort, particulièrement à la fin des années 90, où on était dans un contexte où il existait encore des décrets dans le secteur industriel. Donc, particulièrement la couture, l'industrie du meuble. euh, et ces secteurs-là étaient en concurrence internationale. Et d'ailleurs, les décrets industriels ont pour la plupart été abolis
Et à la suite, là, dans les modifications qu'on a faites, c'est qu'on imposait maintenant aussi un examen réglementaire qui tenait en compte l'impact de l'extension de la convention collective, non seulement sur la concurrence du marché et les conditions de travail, mais aussi sur la compétitivité internationale des entreprises sous le décret. Et ça a mis fin, là, donc, à la fin des années 90 au principal décret là, qui était dans le secteur de la couture, qui devait couvrir à peu près 30 000 personnes. Euh, Bien sûr, fardeau administratif lourd, c'est la complainte et dans un contexte où on veut enlever le red tape. Donc, particulièrement, là, les entreprises soumises au décret doivent remplir un rapport mensuel sur les heures et la rémunération de chaque employé. Donc, on dit que c'est une contrainte. Le FCI chiffre ça à 35 millions de dollars de coûts pour les entreprises. Quand on regarde, c'est 2 heures par semaine par entreprise. Donc, la somme cumulée apparaît importante. Et aussi, ils rentrent dans leur calcul les cotisations au comité paritaire qui remplacent d'une certaine façon la cotisation à, à la SNES. Il dénonce aussi, mais ça, c'est moins ouvertement, mais on l'entend plus, et la fréquence des enquêtes et de demandes d'informations par les comités paritaires. Donc, il y a comment dire, envahissement pour des entreprises par les comités paritaires. Il faut dire qu'avec le rapport mensuel, les comités paritaires ont une capacité de faire une vérification directe de l'application de la loi ou non. Les comités paritaires, là, les 15 comités paritaires à l'époque, à la fin de l'année, dans les rapports annuels, c'est 60 inspecteurs et inspectrices pour ces 15 secteurs-là. Donc, c'est une capacité d'inspection qui est beaucoup plus forte que ce qu'on va retrouver dans les autres secteurs qui sont couverts par la SNES. Quand on regardait les rapports annuels, là, la SNES a fait 37 000 interventions chez 288 employeurs, alors que les 15 comités paritaires ont fait 11 000 visites d'enquêteurs et d'enquêtrices chez 10 000 employeurs. Donc, c'est presque une visite par employeur. C'est 8 fois de plus que ce qu'on retrouvait à la CNSST. Donc, lorsqu'on propose d'abolir les comités paritaires et de renvoyer l'inspection et l'application à la SNES, ben, ça peut soulever des préoccupations importantes, particulièrement déjà à la vue de ces chiffres-là, mais aussi particulièrement dans un contexte où la SNES est en compression et fait déjà l'objet de plaintes nombreuses par rapport à la qualité de ses services et la rapidité. Euh, l'autre complainte qu'on entend souvent, c'est le fait que dans la représentativité et la gouvernance des comités paritaires, les tiers assujettis, donc c'est les entreprises qui sont non contrat, qui n'ont pas négocié la convention qui est étendue ou qui ne sont pas membres du conseil d'administration du comité paritaire, sont complètement exclus de la gouvernance du comité paritaire. Ces comités-là seraient dominés par les grands employeurs, donc souvent les entreprises qu'on a réussi à syndiquer à ce niveau-là. Et il dénonce le fait que, bien que je pourrais devenir membre d'une association patronale pour siéger au comité paritaire, les règles ne sont pas réglementées. Et il y a aussi une absence de mécanisme de consultation des tiers. Donc, les entreprises et les salariés qui ne sont pas syndiqués ne sont pas consultés lors de la détermination du décret et non plus lors de son extension. Le seul mécanisme d'intervention qui est possible, c'est lorsqu'il y a une analyse réglementaire qui doit être faite pour l'extension ou le renouvellement d'un décret. Là, il y a une possibilité de commentaire au ministère du Travail. C'est la seule chose. Dans la loi, il y a aussi une possibilité pour le ministre de renommer un représentant neutre ou un représentant des tiers, ce qui n'est pas utilisé depuis les dernières années. J'ai perdu mon temps, Antoine, oui? je vais Oui, agiter ma main de fer et te dire oui. de peut-être conclure, s'il te plaît, pour passer à nos prochains intervenants. Merci. Parfait. Je conclus en disant la critique sur la gouvernance des comités paritaires ne peut pas être prise de manière uniforme puisque la gouvernance est extrêmement différente selon les types de comités paritaires. Donc, ça va d'un syndicat à une association patronale à plusieurs syndicats et plusieurs associations patronales. Euh, L'autre élément, ben, c'est les concurrences déloyales envers les non-assujettis. Et ça, je pense qu'une image vaut mille mots, là, l'image de la FCI où on montre, particulièrement dans le secteur automobile, donc 6 décrets qui couvrent des régions.
Dans certains coins du pays, on peut avoir un garage assujetti 15 minutes plus loin, un garage qui ne l'est pas. Bien sûr, la solution qui nous apparaît évidente, c'est d'unifier en un seul décret qui ferait l'ampleur de la province. Euh, Problème de transparence et de gestion. Laura en a parlé. Donc, effectivement, depuis 2022, là, avec le règlement, on a amélioré la transparence. Il y a encore des efforts à faire. Euh, Tout ça pour dire que face à ces critiques-là, dont certaines sont valables, d'autres peut-être s'appliquent à certains comités paritaires, mais non pas à l'ensemble, la SEI propose une seule solution, qui est l'élimination de l'ensemble des décrets, point à la ligne. Il n'y a pas d'alternative. Donc, d'où la discussion qu'on aura à partir de maintenant. Donc, face à la diversité des configurations, à la fois des secteurs touchés, des employés touchés, des compagnies touchées et des modes de gestion des comités paritaires, aussi face au poids disproportionné des avantages pour les travailleurs et travailleuses, qui, face à l'abolition des décrets, se retrouveraient sans alternative. Il n'y a pas de proposition d'autres modes de négociation sectorielle. Il paraît nécessaire d'améliorer les décrets et non pas de l'éliminer. Merci. Merci beaucoup, Pierre-Antoine. Alors, peut-être faire le lien entre la présentation de Pierre-Antoine et tantôt dans l'échange, la question de Mario Jodoin sur l'abrogation des décrets dans l'industrie du vêtement à la fin des années 90, début des années 2000. On pourra y revenir. Mais avant, je cède la parole à Alexis Saunier-Beaupré, qui est directeur général du comité paritaire dans l'industrie de la signalisation routière. Alors, Alexis, la parole est à toi. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité. Très content d'être avec vous aujourd'hui. Alors, effectivement, le comité paritaire, qui a un nom très long dans la signalisation routière, on va l'appeler affectueusement le CPP-ISRQ pour besoin d'abréviation. Donc, un nouveau décret qui a pris naissance en 2023. Il faut dire qu'avant ça, la signalisation routière faisait partie du décret des agents de sécurité. Donc, un autre comité paritaire qui existe, le CPAS, le comité paritaire des agents de sécurité. Auparavant, là, la signalisation routière en faisait partie. Mais l'industrie avait vraiment une volonté là, de se détacher puis d'avoir une portée qui était plus claire puis des conditions qui sont plus appliquées vraiment là, au secteur de la signalisation routière. Donc, ça s'applique à tout le Québec, notre décret. Donc, un seul décret pour tout le Québec. Et ça inclut vraiment tous les membres là, de l'équipe de signalisation routière. Donc, on parle des signaleurs vraiment qui sont sur le terrain à la journée longue, mais aussi des gens qui installent, démantèlent, des conducteurs aussi, des véhicules qui accompagnent là, tout le processus dans l'installation là, de la signalisation routière. Notre secteur d'activité, comme vous pouvez le comprendre, est une industrie qui est quand même particulièrement saisonnière. Les travaux routiers, par exemple, sont une des grandes sources de signalisation routière, sont évidemment plus actifs durant le printemps, l'été et un peu l'automne, tandis que l'hiver, on a vraiment une espèce de saison morte. Ce qui fait en sorte que souvent les salariés ont besoin d'avoir d'autres emplois à différents moments de l'année, ce qui fait en sorte qu'on a aussi un très, très haut taux de roulement là, dans l'industrie. On peut penser qu'il y a environ 25 ou 30 là, des salariés qui roulent d'année en année ou d'une entreprise à l'autre. On est aussi un secteur là, qui emploie beaucoup, on pourrait dire, de personnes vulnérables. On peut le constater, nous, effectivement, dans les informations qu'on a. Beaucoup de personnes issues de l'immigration, entre autres, des gens qui ont parfois un niveau de scolarité qui est plus bas, puisque c'est pas nécessairement une exigence là, du travail. Et des travailleurs, donc, conséquemment, qui connaissent souvent peu leurs droits au Québec. Aussi, il faut dire que c'est des salariés qui travaillent souvent individuellement. Pensez là au signaleur routier qui a son bâton de signaleur toute la journée au coin d'une rue. Donc, il y a peu d'échanges, je dirais, avec l'espèce de dynamique d'avoir des membres d'une équipe, d'aller au bureau puis de se parler. Donc, c'est des gens qui travaillent d'une manière souvent assez isolée dans leurs tâches. Tout ça fait en sorte qu'effectivement, il y a peu de syndicalisation dans l'industrie, souvent dû donc aux divers facteurs qu'on vient de mentionner. Donc, on n'est pas une industrie qui a un très haut taux de syndicalisation, d'où l'utilité effectivement d'avoir le décret. On parle aussi de conditions qui étaient particulièrement précaires. Si on retourne donc en 2023, lors de l'apparition du décret, le taux salaire horaire minimum était de 18,99 $, qui est quand même très faible pour survivre. Il a augmenté en 2024 à 23 $ de l'heure, ce qui était quand même une avancée majeure là, pour les travailleurs. Puis maintenant, là, on est à 24 $ de l'heure en 2025.
C'est aussi des conditions précaires en ce sens où ce sont des très longues journées de travail. C'est des gens qui n'ont pas toujours l'occasion de prendre une pause, donc c'est vraiment pas là, un travail qui est facile. Travail qui est fait à l'extérieur, été comme hiver, donc dans les conditions difficiles hivernales lorsque ça a lieu, ou l'été avec tout un équipement qui fait en sorte que ça peut être difficile de faire face à la chaleur et au soleil. On sait aussi que c'est des gens qui font face parfois à l'agressivité des usagers de la route. Donc, on entend parfois des histoires où on en voit dans les médias, effectivement, des gens qui ne respectent pas du tout là, le travail du signaleur, ce qui fait en sorte que c'est un travail qui représente un assez haut risque là, de santé et sécurité. C'est aussi quelque chose qui se trouve au bas de la chaîne de sous-traitance. Quand on parle, par exemple, des travaux de construction, ben, il y a un entrepreneur général qui donne des contrats spécialisés. Puis ensuite, à la fin de tout ça, on a besoin de signalisation. Donc, c'est souvent des choses des contrats qui sont déterminés plus loin là, au niveau des appels d'offres ou bien des processus d'adjudication des contrats. Et puis, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, c'est donc un endroit où il y a des fortes concurrences dans les appels d'offres. Donc, c'est très compétitif et le décret est là justement pour que la compétition se fasse sur autre chose que le taux de salaire proprement dit là, des employés. Donc, nous, notre comité paritaire, étant donné qu'on est relativement jeune, un de nos enjeux, c'est de se faire connaître. Un nouveau décret qui continue à évoluer, les conditions de travail à l'intérieur continuent à évoluer. Donc, on veut se faire connaître, on veut avoir de la visibilité le plus possible auprès des gens. Donc, les salariés qui savent pas qu'on existe, mais aussi des employeurs qui savent pas qu'on existe. Donc, on continue d'enregistrer de façon très régulière des employeurs au comité. Ça veut dire qu'on trouve donc des employeurs qui sont assujettis de facto, mais qui ne le savaient pas ou qui n'avaient pas encore adhéré pour une raison ou une autre là, au comité paritaire. Donc, on s'assure, disons, d'avoir une bonne connaissance encore là, dans nos premières années de l'industrie, puis que tout le monde connaisse bien aussi, de leur côté, les règles du jeu. Comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, dans le tableau, on parle d'une industrie quand même assez réduite. On parle d'une centaine d'employeurs, environ 3500 salariés. Donc, notre rôle au comité paritaire, c'est d'assurer l'application du décret, bien sûr. Comment est-ce qu'on fait ça? Premièrement, il y a des mécaniques dans lesquelles il faut absolument s'assurer de recevoir des plaintes de salariés. Donc, les salariés qui, enfin, savent qu'on existe ou ont connaissance qu'ils ont droit à certaines conditions de travail, ben il y a des mécanismes par lesquels ils peuvent nous faire des plaintes par téléphone, par Internet, etc., pour pouvoir nous rejoindre. Nous, une fois qu'on reçoit des plaintes, donc on effectue des vérifications, on vérifie différents éléments chez l'employeur, puis par la suite, on s'assure de corriger les irrégularités qu'on voit pour que les salariés finissent par être bien payés et que l'employeur comprenne bien quelles sont les conditions qu'il doit appliquer avec ses salariés. On fait aussi de façon proactive là, des inspections sur les lieux où s'exécutent des travaux de signalisation routière. Donc, on a l'avantage que c'est des travaux qui sont visibles, là, la signalisation routière. C'est pas caché à l'intérieur ou quoi que ce soit, donc c'est toujours à l'extérieur. Donc, on peut simplement là, se présenter sur des travaux, soit qu'on a connaissance de certains travaux qu'on veut vérifier, ou sinon on peut faire complètement là, de la patrouille dans certains secteurs pour constater là, des travaux. Puis sur place, ça nous permet de parler aux travailleurs, de s'assurer que leurs conditions sont respectées, de vérifier directement avec eux leur talon de paye, leur bon de travail, pour s'assurer qu'ils sont correctement payés, leur expliquer le décret, leur laisser des outils là, pour, s'ils se posent des questions par la suite, comment trouver leur réponse ou comment nous joindre. Puis on a aussi l'autre aspect qui est de se faire connaître auprès là, des employeurs et des donneurs d'ouvrage. Donc on s'assure aussi d'avoir des outils communicationnels qu'on remet aux employeurs, qu'on remet aux donneurs d'ouvrage, parce que c'est tout le monde ensemble là, qu'on va s'assurer de l'application du décret, en partant du haut de la chaîne jusqu'en bas de la chaîne de sous-traitance et puis finalement les travailleurs qui sont impliqués. On a aussi donc des inspecteurs qui développent là, des compétences spécifiques, puisque effectivement la vérification, faire appel à des pouvoirs de contrainte et comprendre aussi la dynamique là, d'un chantier de signalisation routière, c'est tous des éléments qu'ils doivent maîtriser pour bien faire le travail. Par exemple, on se doit de parler aux travailleurs sur place, mais on se doit aussi de ne pas déranger son travail ou mettre en péril le travail important de sécurité là, qu'il est en train de faire. Donc, il faut se rappeler que quand on est présent sur le terrain, c'est toujours quelque chose qu'il faut savoir bien maîtriser. Le fait là, qu'on veut faire nos vérifications, qu'on a certaines questions à poser, mais que la personne est en train d'effectuer un travail en ce moment qui est important pour la sécurité des usagers de la route. On a aussi donc l'aspect, vous l'avez mentionné, d'assurer une saine concurrence. Donc, on est là, oui, pour protéger les salariés. C'est l'aspect qui est souvent le plus évident, mais tout ça, ce que ça fait en sorte, effectivement, c'est que les gens, donc les employeurs, jouent sur les mêmes bases.
Donc, autrement dit, s'il y a des joueurs qui arrivent et puis qui engagent des gens sans les payer correctement, ben ils vont obtenir plus de contrats dans les soumissions. Puis là, à un moment donné, ça contamine négativement une industrie, puis ça fait un effet d'entraînement négatif. Puis le décret est vraiment là pour empêcher ça. Donc, on veut rapidement faire des vérifications là, sur les gens qui contreviennent aux conditions de travail pour assurer l'effet contraire, c'est-à-dire que tout le monde est conscient qu'ils ont les mêmes bases, puis donc ils vont aller compétitionner là, sur autre chose que le prix de la main-d'œuvre. Puis tout ça, au final, là, notre but, c'est vraiment d'être un acteur là, positif dans l'industrie. On connaît effectivement les critiques qui peuvent avoir lieu envers les comités paritaires, fait qu'on s'assure de limiter là, toujours la lourdeur administrative. On veut être un acteur positif qui favorise là, l'application, la saine gestion des conditions de travail. Puis on base souvent notre travail sur la collaboration. Donc oui, on a des pouvoirs, oui, on peut faire des vérifications, on peut imposer des choses, mais avec la plupart là, des employeurs et des salariés, ça se passe sur une base donc, de collaboration qui fait en sorte là, qu'on est proactif dans le fait des respects des conditions de travail et que tout le monde est bien informé. Ensuite, je pivoterai donc vers certaines améliorations qu'on pourrait améliorer, qu'on pourrait apporter à la loi sur les décrets de convention collective, donc la LDCC, puisqu'effectivement, il y a des choses qui ressortent là, depuis que moi je suis en poste là, dans le comité paritaire. Premièrement, hausser les montants des amendes. Donc, la LDCC prévoit certaines amendes lorsqu'il y a non-respect du décret, lorsque les gens font obstacle à leur travail, etc. Mais ces amendes ont été déterminées il y a de nombreuses années. Donc, afin d'avoir un impact, il faut là, que ça représente vraiment un montant qui va pénaliser le comportement vraiment des contrevenants, ce qui en ce moment existe, mais est relativement limité. Il faut dire aussi qu'il y a quand même des coûts importants là, dans le fait d'engager des procédures juridiques, donc au moins que les choses se balancent à ce niveau-là. Ensuite, on pourrait aussi penser à augmenter les délais de prescription pour la prise de recours civils et pénaux. Les délais de prescription, habituellement, on s'en tient donc à 1 an en ce moment selon le cadre réglementaire, mais il arrive qu'on tombe sur des situations où des salariés n'étaient pas bien payés, où l'employeur ne respectait pas ses obligations, et puis ça dure depuis 1 an, depuis 2 ans, ou des salariés qui tardent à se plaindre, et puis qu'au moment où ils se plaignent, là, il ne reste plus beaucoup de temps pour travailler leur dossier, puisqu'il y a des situations qui peuvent perdurer quand même longtemps, puis que les salariés sont forcés, ou en tout cas, on finit par accepter, mais qui ont perduré trop longtemps. Donc, c'est sûr que les délais de prescription sont différents dans certains autres organismes, notamment Revenu Québec. Si on pouvait revenir plus loin en arrière, ça nous permettrait d'être plus efficace là, quand on tombe sur vraiment des grosses situations. Un autre élément qui est, je trouve, extrêmement important, ça serait de donner le pouvoir au comité paritaire d'émettre des certificats ou des lettres de conformité ou d'attestation d'état de situation, puisque ça, c'est clairement un besoin qui nous est signifié là, dans notre industrie, puis je suis certain que c'est la même chose dans les autres industries, c'est-à-dire avoir des outils pour donner aux donneurs d'ouvrage afin d'évaluer la conformité là, de leurs sous-traitants. Donc oui, le principe de la concurrence basé sur le plus bas soumissionnaire, ça a un certain sens, mais en même temps, ça ne permet pas du tout de vérifier la conformité des entreprises, que les entreprises respectent la réglementation, est-ce qu'ils ont des historiques de ne pas la respecter. Donc, ça, c'est une demande clairement que je vois de plus en plus là, de la part des clients, de la part des donneurs d'ouvrage. Et puis, c'est des outils qui existent encore une fois là, dans d'autres industries. On peut penser notamment à la construction avec la CCQ dans la loi R20, là, qui a un principe de lettre d'état de situation qui est implanté depuis quand même de nombreuses années puis qui permet vraiment aux donneurs d'ouvrage de se responsabiliser puisqu'ils ont effectivement une responsabilité solidaire. Donc, dans la loi, dans la LDCC, c'est prévu qu'il y a une certaine responsabilité solidaire des donneurs d'ouvrage lorsque les salariés ne sont pas bien payés. Donc, tout ça serait plus cohérent l'un dans l'autre si on leur donnait plus d'outils là, pour prévenir les mauvaises situations. Justement, la responsabilité solidaire pourrait aussi être revue, pourrait aussi être étendue. On parle d'une limite en ce moment de 6 mois après la fin des travaux pour avoir recours à la responsabilité solidaire, ce qui nous limite beaucoup dans le temps pour faire nos vérifications puis prendre nos recours. Et on parle aussi de certains aspects qui ne sont pas toujours bien inclus, disons, dans la responsabilité solidaire, alors que ça pourrait l'être, notamment les prélèvements dus là, par l'employeur pour les heures qui ont été rapportées. Dans tout ça aussi, on aimerait avoir un plus grand rôle dans la santé-sécurité, dans notre industrie. Je l'ai dit, c'est un enjeu qui est très important, la signalisation routière. Il y a des signaleurs routiers qui, malheureusement, décèdent à chaque année. Il y en a eu 4 l'année dernière, et puis c'est donc 4 de trop. Nous, on est présents sur les chantiers. On parle aux salariés, on parle aux employeurs, mais en ce moment, on n'a pas du tout dans notre mandat de vérifier l'application là, de la santé et de la sécurité, alors qu'on sait que la CNSST
peut être plus limité justement dans ces interventions sur le terrain ou moins spécialisé, disons, que nous, on peut l'être lorsqu'on fait des vérifications. Donc, on aimerait ça soit pouvoir avoir un rôle direct dans l'application de la cybersécurité ou sinon, pour le moins, pouvoir signaler lorsqu'on fait des inspections, là, des situations non conformes, puis de pouvoir participer au processus là, de prise d'infraction que ferait, par exemple, la CNSST. Il y a diverses avenues qui pourraient être regardées là-dessus là, pour que notre rôle puisse augmenter. Et on voudrait aussi simplifier le processus de modification des décrets. Un décret, c'est quelque chose qui est vivant. On sait, comme une convention collective, ça peut avoir certains enjeux lorsque c'est le moment de le renouveler, la négocier ou la faire progresser. On aimerait que le mécanisme là, de modification des décrets soit simplifié auprès du ministère du Travail qui ont toujours une oreille attentive, mais le processus peut être long. Donc, quand, par exemple, on souhaite l'ajuster un salaire, le temps que la mise en place, l'analyse se fasse du côté du ministère du Travail, ça peut prendre un certain délai. Par la suite, il y a une mécanique d'affichage, de prépublication, etc., qui fait en sorte que finalement, ça peut prendre des mois, peut-être un an avant là, que la solution soit mise en place. Donc, on est déjà rendu dans une nouvelle réalité un an après au niveau des salaires et l'effet n'est jamais rétroactif. Donc, il y a toujours là une application qui se fait seulement au moment où est-ce que c'est publié. Ce qui fait en sorte là, que ça limite quand même là, la possibilité là, pour l'industrie de s'adapter plus rapidement là, sur certaines conditions de travail. Est-ce que j'ai respecté mon temps? Relativement, quand même, quand même. Alors, merci beaucoup, Alexis. Je veux juste quand même signaler pour la discussion que justement le parallélisme des modifications entre la loi sur les décrets et la loi sur les normes, tu sais, il faut réfléchir à ça aussi, alors que les amendes dans la loi sur les normes, elle a été augmentée dans les dernières années, d'une part, et que la question de la solidarité dans la chaîne de sous-traitance a été modifiée par la modification apportée à l'article 95. Fait qu'il y en a eu des changements dans la LNT qu'on pourrait très bien imaginer se répercuter dans la loi sur les décrets. On a quand même des précédents sur ces types d'avenues que met de l'avant Alexis. Merci beaucoup, Alexis. Alors, on se tourne vers Caroline, qui, du comité paritaire de l'entretien dans les édifices publics. La parole est à toi. Alors, bonjour tout le monde. J'ai un peu l'impression qu'Alexis a copié sur moi, fait que je vais passer vite sur les modifications à la loi des décrets parce que c'est la même chose. Peut-être pas, on n'a pas l'enjeu de santé et sécurité là, mais tous les petits points soulignés, c'est la même chose. Alors, je vais peut-être parler plus de notre industrie. Donc, l'industrie de l'entretien ménager, je dirais, pour faire une petite image, que c'est un moulin pour les papillons. Alors, un moulin parce que c'est une industrie où on entre en affaires comme dans un moulin. Il n'y a pas d'investissement majeur nécessaire, pas de connaissances en affaires de base ou en finance nécessaires. On fait pas d'études de marché, de plan d'affaires ou d'investissement. Il n'y a pas de permis obligatoire. Et pour l'avoir constaté à plusieurs reprises, même une connaissance de base du français peut être suffisante pour que quelqu'un se parte une compagnie d'entretien ménager au Québec. Donc, quand je dis moulin pour les papillons, ben c'est une industrie qui est propice pour attirer une main-d'œuvre vulnérable. Donc, un peu comme Alexis le mentionnait, c'est un peu la même chose, mais nous, c'est un travail invisible. Donc, l'entretien ménager des espaces commerciaux se fait le soir, la nuit, parfois le jour, mais c'est plus rare. C'est un domaine qui demande évidemment pas de formation, pas de connaissances techniques particulières, donc ça donne très peu de marge de manœuvre de négociation aux travailleurs, là. C'est aussi un travail individuel, donc ces gens-là peuvent avoir très peu de contacts sociaux dans une journée. Euh, En général, une connaissance des connaissances linguistiques, français-anglais sont pas nécessaires. En fait, même nous, dans l'entretien ménager, euh, notre bassin de main-d'œuvre a généralement suivi les vagues d'immigration. Donc, il y a les Grecs, les Italiens, les Portugais, les Latinos.
Donc, c'est des gens qui ne parlent pas nécessairement la langue quand ils arrivent au pays et c'est donc un domaine qui leur permet de gagner un revenu rapidement, je dirais. Et il n'y a pas non plus de carte de compétences, évidemment, dans notre secteur. Donc, la conséquence, c'est que nos papillons, ben, ce sont des nouveaux arrivants avec ou sans permis de travail, des personnes avec des enjeux parfois d'intégration sociale. On va avoir des décrocheurs, des gens parfois analphabètes et de façon plus générale, des personnes en situation de précarité économique. Le résultat d'une industrie où les gens se partent en affaires facilement et qui fait affaire avec des travailleurs particulièrement vulnérables, ben, c'est qu'on a une industrie où on a une prolifération d'entreprises qui ont peu de connaissances parfois de la réglementation ou qui veulent tout simplement la contourner. Et ces entreprises-là emploient une main-d'œuvre qui est instable, dans le sens, comme on disait tantôt, il y a un grand roulement là, dans nos industries. C'est rare que ces gens-là vont rester 5, 10 ans en emploi. Et ben, ce sont des salariés qui ne connaissent pas leurs droits ou même les ressources qui pourraient les aider. Et donc, en dehors des gros contrats, les gros édifices, qui sont généralement détenus par des entreprises déjà syndiquées, les autres contrats d'entretien ménager où il y a 1 ou 2 salariés, ben, sont difficilement syndicables dans la réalité. Donc, pour vous donner une idée de notre industrie, si on regarde selon la taille des entreprises, les entreprises qui ont 100 salariés et plus représentent 2% de nos employeurs, alors qu'elles emploient 47% de la main-d'œuvre de l'industrie. Ceux-là, ils sont presque tous syndiqués, mais peut-être 43%. Là. Et à l'inverse, les petites entreprises de 10 salariés et moins représentent 82% de nos employeurs, mais ces entreprises-là emploient un peu moins de 20% de notre main-d'œuvre. Alors, je pense que ça va pour le portrait de notre industrie. Maintenant, le décret pour nous, on considère qu'il est fondamental dans notre industrie parce qu'il prévoit des normes plus avantageuses que celles prévues à la loi sur les normes du travail. Et pour nous, c'est évident que s'il n'y avait pas de décret, les employés qui font le ménage dans les édifices publics gagneraient à peu près tous le salaire minimum ou à quelques sous près, là, il n'y aurait pas de pression pour que les salaires de ces gens-là soient augmentés. Donc, nous, notre décret, comme on l'a mentionné tantôt, le taux horaire minimum est à 23 et 25. Il y a des primes de nuit aussi maintenant. Il y a des pauses payées obligatoires. Nous, on a un REER collectif payé par l'employeur qui est en place depuis 2009. Ensuite, bon, on a plus de jours fériés. Il y a une banque d'heures de congés de maladie payés qui est prévue au décret. Puis nos pourcentages de vacances sont aussi supérieurs. Là, on parle de 3 semaines là, après un an, puis c'est 6, 8, 10, jusqu'à 12% de vacances par année. Donc, des conditions qui permettent, disons, au moins nantis de se sortir, entre guillemets, de la pauvreté, en tout cas, à tout le moins un peu plus que ce que la loi sur les normes du travail pourrait leur permettre de faire. Quand on regarde, nous, à 40 heures par semaine, ça va permettre à quelqu'un d'aller chercher tout près de 50 000 $ par année. Donc, c'est pas la fin du monde, mais c'est quand même une nette amélioration par rapport à ce qu'une loi générale pourrait leur permettre d'atteindre.
Alors maintenant, au niveau de la régulation de notre secteur, un peu comme Alexis disait, c'est un peu la même chose pour nous, mais c'est vraiment un combat de tous les jours qui doit se faire véritablement dans le ring, donc sur le terrain. Et je pense que c'est l'avantage principal des comités paritaires. Il y a l'existence du décret, mais comme on en a parlé, il y a souvent été question dans des rumeurs d'abolir les comités, d'envoyer tout ça à la CNEST. Mais je ne crois pas que la CNEST sera en mesure de contrôler nos industries comme nous, on est en même de le faire. Donc, nous, on le fait, bon, on a plusieurs trucs qu'on fait, mais je dirais que la distinction, comme Alexis l'a mentionné, c'est vraiment l'inspection proactive. Je pense que les comités paritaires sont les champions de l'inspection proactive quand on compare à la CNEST. Donc, nous, comment on fait l'inspection proactive? Ben, de deux façons. On fait d'abord des visites de lieux de travail, donc des inspecteurs qui se promènent principalement le soir et la nuit. Et ces visites-là vont nous permettre de trouver des entreprises non conformes, donc des entreprises qui ne se sont pas enregistrées auprès du comité paritaire et finalement de les enregistrer et de rencontrer aussi des salariés en personne. Et ça, c'est vraiment très important dans des industries comme les nôtres, là, avec des gens vulnérables qui connaissent pas leurs droits, qui sont isolés, parce que ça nous permet bien, d'abord de vérifier l'application du décret, de voir s'ils sont payés conformément aux normes, mais aussi de leur donner de l'information, parce que bien sûr, on a un site Internet, le Facebook, tout ça, là, les méthodes de communication actuelles, mais si ces gens-là sont isolés sur un lieu de travail, ben, ça ne veut pas dire qu'ils vont les trouver, ces informations-là. Donc, ça nous permet véritablement de les informer, de faire de l'éducation, en fait, sur leurs conditions de travail et surtout de créer une relation de confiance avec les salariés qui, possiblement, au moment de la visite de l'inspecteur, vont lui dire qu'ils viennent de commencer aujourd'hui et donc qu'ils ne diront peut-être pas la vérité, mais quand ils vont quitter leur emploi, ben, vont peut-être se rappeler du sympathique inspecteur qui lui avait laissé sa carte et vont nous appeler. Donc, ça crée vraiment une relation un peu plus de proximité et ça prend un profil d'inspecteur particulier pour faire ça. D'abord, qui veut travailler le soir et la nuit, mais ça prend quelqu'un qui est capable de naviguer entre l'importance de la conformité, mais aussi l'éducation euh, des personnes en direct. Ce que je veux surtout dire par là, c'est que les comités paritaires, on sait ce qu'on a de besoin comme inspecteur selon notre milieu, parce qu'on est proche de notre industrie. Et je pense que c'est un plus pour les différentes industries d'avoir des inspecteurs qui sont véritablement choisis en fonction des besoins d'une industrie particulière, contrairement à la CNEST, c'est pas une question d'être bon ou pas bon. Même les meilleurs inspecteurs au monde, à un certain point, il y a une limite, là. C'est pour ça qu'on se spécialise. Alors, donc ça, c'est pour l'inspection des lieux de travail. Mais on fait aussi l'inspection des registres de paie des employeurs. Donc, c'est fait pour aller vérifier finalement les conditions de travail des employés qui sont rapportés chez nous. Et on va se trouver à vérifier le paiement de leurs fériés, vacances, maladies, tout ça. Et s'il y a des insuffisances, on les réclame. Et en fait, on fait tout ça sans que le salarié ait besoin de s'impliquer. Quand l'employeur paie, ben, généralement, c'est des ajustements sur la paie ou une réclamation du comité paritaire. Et puis, l'employé va recevoir son chèque sans avoir eu besoin de s'investir.
s'ouvrir là, dans l'application de ces conditions de travail. Et puis nous, d'une année à l'autre, on couvre entre 20 et 25 de notre industrie. Donc, c'est un peu notre cible de s'assurer que les conditions de travail des salariés qui sont rapportés chez nous sont vérifiées aux 4 à 5 ans à peu près. Donc, ça rejoint un petit peu de ce dont on parlait tantôt par rapport aux résultats comparatifs de la CNEST. Et en fait, ben c'est ça. Ce qui nous distingue au final, je pense que c'est qu'on détient une expertise vraiment pointue de notre secteur. On connaît notre monde. On connaît le modus operandi, en fait, de notre industrie. Nous, nos enjeux, c'est la fausse sous-traitance, donc des travailleurs qui facturent, là, mais qui n'ont pas aucun des critères pour être en affaires. On a aussi des stratagèmes de prête-nom, de fournisseurs de fausses facturations, des méthodes de paiement non déclarées. On a ce qu'on appelle les administrateurs multiples, là, donc ceux, selon le vieil adage, on repart ça sur un autre nom. Donc souvent, on se retrouve avec une succession d'entreprises où on doit appliquer l'article 14 là, de la loi des décrets par rapport à la transmission là, des responsabilités. Ça demande des inspections particulières. On est rendu pas mal bon là-dedans parce que ça se produit souvent là, quand on a des réclamations importantes. Mais on a aussi dans notre industrie des recruteurs pratiquement professionnels de ce qu'on appelle de sans-papiers ou sans permis de travail. Donc, nous, on les connaît. Alors, quand on fait une inspection, puis on entend le nom de ces personnes-là, on a un peu une idée de vers quoi, comment s'enligner dans notre inspection. Et puis, ben, ça nous permet de développer une certaine expertise au niveau des preuves nécessaires pour la judiciarisation. Et avec le travail de terrain qu'on fait, ben, on sait les preuves spécifiques à notre industrie qui sont disponibles selon les différents lieux de travail. Donc, c'est vraiment, je pense, un plus dans notre industrie là, d'avoir véritablement un comité paritaire spécialisé là, dans ce domaine-là. Et puis, ben, au niveau des pistes de réforme, je répéterai pas les propos d'Alexis parce que on a à peu près les mêmes enjeux. Je voudrais revenir par contre sur la question de la solidarité parce que selon moi, actuellement, il y a vraiment un problème au niveau ben, du fait que la loi sur les normes du travail a été modifiée, mais pas la loi des décrets. Donc, nous, actuellement, et puis c'est en lien aussi avec la question du plus bas soumissionnaire conforme, qui est un enjeu aussi dans notre industrie. Je ne dis pas que ça n'a pas de valeur, la question du plus bas soumissionnaire conforme pour certains contrats, mais sincèrement, là, dans les industries, les sous-contrats qui sont donnés euh, dans des domaines où le principal facteur de coût, c'est les conditions de travail des travailleurs, de maintenir cette exigence-là encore, euh, c'est sûr que ça va se faire sur le dos des travailleurs. Parce que c'est ça le principal coût d'opération des entreprises. Alors, tu sais, on se met la tête dans le sable là, si on se dit non, non, plus bas soumissionnaire conforme, il y a un décret, de toute façon, ils peuvent pas payer en dessous, là. Moi, je les vois partir, les soumissions dans notre industrie, là, c'est souvent impossible que les salaires soient respectés. Donc ça, il y a un enjeu, je pense, dans l'octroi des contrats publics par rapport à ce critère-là. Je spécifie encore dans les domaines où le coût de la main-d'œuvre est le principal coût d'exploitation des entrepreneurs. Et donc, relié à la question de la solidarité, où nous, actuellement,
on ne peut pas tenir solidairement responsable le client qui octroie le contrat. Donc, que ce soit les Provigo ou la place Ville-Marie, peu importe, ces gens-là, si leur sous-traitant d'entretien ménager ne paie pas le salaire prévu au décret et qu'on émet une réclamation, je ne peux pas tenir solidairement responsable le client des sommes dues en vertu du décret. Donc ça, c'est vraiment deux trucs qui, reliés ensemble, créent véritablement des problèmes dans notre industrie. Sinon, ben, de façon générale, je vous dirais que on peut viser des améliorations ici et là, l'augmentation des pénalités, c'est sûr, dans la loi des décrets. Mais moi, je pense que on gagnerait véritablement à dépoussiérer plus en profondeur le régime pour vraiment lui donner une nouvelle pertinence dans le contexte économique actuel qui est fort différent et qui nous permettrait peut-être d'aller encadrer d'autres secteurs économiques pour améliorer aussi les conditions de travail dans ces secteurs-là. Puis peut-être aussi se faire des nouveaux amis parce qu'à mesure que les décrets tombent, moi je dis toujours, quand on sera que trois ou quatre, je ne donnerai pas cher de notre peau. Alors voilà. Merci beaucoup, Caroline. Peut-être deux petits commentaires sur la question encore de la solidarité. C'est quand même important aussi de comprendre qu'il y a quand même l'équivalent de l'article 45 dans la loi sur les décrets, mais on n'a jamais importé l'article 95 de la loi sur les normes sur la solidarité dans la loi sur les décrets. Puis ça, je pense que c'est un vrai enjeu. Deuxième chose, on vient de finir une analyse des activités proactives de surveillance de la CNSST, tout secteur confondu, division normes du travail, puis on parle de moins de 1000 activités de surveillance annuelles à la CNSST division normes, tous les secteurs confondus. Donc, il y a un enjeu de capacité d'action de la CNSST d'intervenir et je pense que ça, ce que Caroline explique dans son secteur est fondamental pour comprendre l'effectivité des normes de protection dans ces secteurs-là. Alors, on se tourne vers Patrice. On aurait dû faire un webinaire de 3 heures, c'est mon constat, mais Patrice, la parole est à toi. Alors, merci. Je suis directeur avec le CPA Québec-Lévis, donc un des 6 comités paritaires au Québec au niveau de l'automobile. Je peux peut-être partager mon écran. Je ne sais pas si ça va marcher. Oui, ça Euh, marche. Est-ce que vous voyez un mécanicien là? Oui? Oui. OK. Bon. Alors, c'est ça. Donc, on est un des 6 comités paritaires et on couvre à peu près 75% du territoire du Québec. Donc, il y a un 25% qui n'est pas couvert. Pourquoi? On le sait puis on le sait pas. C'est-à-dire qu'à une certaine époque, même la Beauce faisait partie du comité paritaire de la région de Québec et Lévis. Puis, ils se sont comme dissociés avec les années. Il y a eu toutes sortes de mouvements. Il n'y avait pas de syndicalisation au niveau surtout des concessionnaires automobiles, parce que les syndicats sont surtout dans les concessionnaires automobiles chez nous. Donc, il n'y en avait pas à une certaine époque dans certaines régions. Alors, c'est pour ça que ça s'est concentré un petit peu plus dans 75% du territoire. Alors, nous, on a des défis importants. Vous allez voir que on est un peu différent des autres comités paritaires parce que on a un système de qualification qui est intégré, un peu comme nous autres, on est un peu une espèce de CCQ de l'automobile, mais on est loin d'être bien organisé comme la CCQ. Alors, on forme des mécaniciens, on protège le public, on a même des causes qui ont été rendues avec des juges qui ont considéré toute l'importance de la qualification versus la protection du public, quelque chose on n'a pas dans notre décret intégralement, le volet protection du public, mais les juges associent la protection du public au niveau de la formation et de la qualification des mécaniciens, et avec preuve d'accidents, d'essais et tout ce qui va avec. Alors, c'est quand même assez majeur. Rapidement, là, si je présente les chiffres, 6 CPA, Montréal, Canton de l'Est,
la Naudière-Laurentide, Mauricie, Québec-Lévis, Saguenay, Lac-Saint-Jean. On est 36 345 salariés, ça c'est les chiffres de 2025, par nos comités paritaires. Il y a 7 265 entreprises, donc vous pouvez voir que c'est des entreprises de 4 à 8 employés en moyenne. On est vraiment dans la petite entreprise. On parle la majorité là, autour de 5 employés en moyenne. Les heures de formation, on a donné avec nos centres de formation, parce que la plupart des comités paritaires ont des centres de formation qu'on a développés. On a donné 8226 heures de formation en 2025. C'était une année de transition parce que les années précédentes, on frôlait les 11 000 heures parce qu'on a donné beaucoup de formation sur les nouvelles technologies des véhicules électriques. Ça s'est calmé en 2025 un peu, comme la vente des véhicules électriques, mais ça demeure des éléments importants. Et pour les réclamations, on a récupéré auprès des employeurs, au bénéfice des travailleurs, là, quand même un peu plus qu'1 million en 2025. Alors, on est dans une industrie qui est beaucoup plus, comment je dirais ça? Il faut que je fasse attention à ce que je dise, à ce que je dis, mais beaucoup plus nanti. OK? Donc, c'est des organisations qui font de l'argent, là, OK? Dans les concessionnaires automobiles, puis dans notre industrie. Alors, ils sont bien organisés. Alors, quand on va dans un concessionnaire, il y a pas mal plus de chances, ou dans un Desharnais service de pneus, sont bien organisés. Donc, les réclamations, nous autres, en capacité de réclamation, on a pas mal moins de capacité de réclamation que dans l'entretien d'édifices publics, OK? Parce que les gens sont mieux organisés au niveau des entreprises, dans la plupart des organisations, quoique dans l'entretien, il y a quand même des grosses organisations. Mais c'est des gens qui sont aussi syndiqués à peu près à 50%, OK, de notre industrie. Alors, quand c'est syndiqué, c'est déjà mieux organisé. On réclame moins de choses dans les milieux syndiqués que dans les milieux non syndiqués. C'est d'une évidence, OK? On a des métiers, on a les mécaniciens automobiles, les mécaniciens de véhicules lourds, les carrossiers débosseleurs, les carrossiers peintres, les commis aux pièces, les préposés aux services, et principalement, on a des laveurs aussi. On ne touche pas les représentants des ventes en passant. Tout le volet des ventes qu'on retrouve dans les concessionnaires automobiles ne sont pas touchés par nos décrets. On a vécu, comme je vous ai dit, des défis technologiques quand même majeurs dans notre industrie. On se fait brasser pas mal plus que la construction. L'électrification des véhicules, toute cette fameuse transformation numérique, qui est tout qu'un phénomène et tout un défi. Et d'ailleurs, le crime et notre légendaire enseignant, Monsieur Grégoire Murray, et Mathieu Dupuis, entre autres, et leur équipe nous ont grandement aidés à mieux comprendre notre industrie. Ils nous ont donné vraiment un gros coup de main. Alors ça, c'est pas facile comme transformation chez nous. Vous allez comprendre pourquoi c'est pas facile. Heureusement, on a mis des centres de formation à la fine pointe parce que malheureusement, nous, on est pris avec notre gouvernement qui a de la difficulté à gérer son ministère de l'Éducation et qui fait en sorte que, n'ayant pas rénové ses entreprises, ses écoles primaires et secondaires, a décidé de couper dans les subventions liées à la modernisation, à l'agrandissement des centres de formation professionnelle au Québec. Alors, on a tout qu'un défi, hein? Et ils ont coupé là-dedans. Alors, le problème qu'on a, c'est que on manque de centres de formation pour former nos gens. Et le ministère de l'Éducation n'est pas en mesure de nous aider dans notre industrie. Il y a tout le volet de la sécurité du public aussi que je vous ai parlé tantôt. On a des véhicules de plus en plus de niveau technologique élevé. Donc, mauvais diagnostic, mauvaise chose autour du véhicule peut entraîner des problèmes au niveau de la sécurité du public. Et à titre de comparaison, là, juste donner une idée de notre industrie,
Puis il y en a qui vont faire le saut aujourd'hui. Il y en a qui pensent qu'ils vont chez un concessionnaire ou un garage, puis sont sûrs d'avoir un mécanicien très bien formé. Alors, sans dire qu'il y en a qui ont des problèmes de compétences, il y a quand même une certaine crise de compétences. Alors, si vous regardez la construction, 90% des gens sont diplômés en formation professionnelle. Alors oui, on n'investit pas à peu près dans nos centres de formation professionnelle dans la construction. Par contre, en automobile, on n'a pas investi. Alors, on a 25%, nous autres, des diplômes, des gens qui travaillent dans notre industrie, qui ont un diplôme de formation professionnelle. 75%, c'est des gens qui apprennent sur le tas. OK? Alors, dans un décret, dans des organisations où on doit qualifier et former, je peux vous dire que la commande, elle est très, très forte et elle est en explosion actuellement. Alors, c'est des défis quand même majeurs et importants. Euh, la protection des travailleurs, si on regarde ça vite, vite, le respect des travailleurs puis la lutte contre le travail au noir, parce que tout comme l'entretien d'édifices publics aussi, Madame Paré, on est très attaqué par le travail au noir. Et il y en a de plus en plus. Il y a de plus en plus même d'unités mobiles dans notre industrie qui se déplacent et qui font du travail au noir. Donc, nous, au moins, quand on va dans les entreprises, nos inspecteurs exigent les registres de paie, toutes ces choses-là. Donc, ça crée une pression. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'en fait pas du travail au noir dans certaines de nos entreprises, mais au moins, ça crée une pression et ça limite le travail au noir, surtout dans les entreprises moyennes et les plus grandes dans notre secteur. Alors, on a fait en 2025 7455 inspections. Hein? On a parlé tantôt là, de 36 000 salariés au Québec. Chez nous, dans nos 6 comités paritaires. Alors ça, c'est beaucoup d'inspections. Fait qu'oublier la CNESST en termes de compétition là-dedans, ils sont jamais capables de nous suivre. Ça, c'est impossible. Après ça, si on regarde le regard un peu plus critique, les faiblesses puis les pistes d'amélioration, ben c'est sûr qu'on a un manque de visibilité. Les CPA, puis peut-être au même titre que d'autres comités paritaires aussi, on se fait attaquer beaucoup par la FCEI, bien entendu, mais on doit accroître vraiment notre notoriété auprès du public et des employeurs. On a dans l'intention de faire de la publicité dans les périodes de pause de pneus, éventuellement, pour sensibiliser les gens à aller dans des garages avec des gens qualifiés, OK? Alors, il y a des choses qui s'en viennent à ce niveau-là. Couverture inégale, donc assurer une présence au niveau du Québec au complet. Alors, c'est assez particulier. Je pense qu'on est le seul comité paritaire qui ne touche pas l'ensemble de la profession ou des métiers ou du Québec au complet. Ben non, peut-être pas parce qu'il y en a, par exemple, dans le camionnage qui sont juste dans la région de Québec. Mais c'est vraiment particulier pour nous autres parce que ça vient amener des éléments un peu comme M. Harvey disait tantôt. À 15 minutes, il y a un garage qui, lui, n'est pas lié à l'assujettissement. Donc, il considère ça comme étant un peu déloyal, la concurrence déloyale. Ça nous fait rire aussi en même temps parce que ceux qui se sont plaints dans l'analyse de l'étude de la FCI, si on peut appeler ça une étude, plus un sondage, les gens qui sont dans le village voisin, ils gagnent le même salaire en raison de la pénurie de main-d'œuvre au Québec. C'est pas vrai qu'il y a 3-4 piastres de l'heure de différence entre deux garages à 15 minutes de distance. C'est totalement faux, sinon il fermerait son garage. La pénurie de main-d'œuvre fait en sorte que les salaires sont pas moindres dans des régions où il n'y a pas de comité paritaire présentement. Aussitôt que la pénurie de main-d'œuvre sera passée, là, c'est une autre histoire, parce que dans les périodes où il n'y avait pas de pénurie, il y avait des écarts quand même importants. Ceci étant dit, on espère un jour d'avoir une couverture pas mal plus égale. Il y a eu beaucoup de pression pour que ce soit provincialisé, surtout en raison de notre système de qualification. Imaginez-vous au Québec,
tu t'en vas dans Beauce, tu t'en vas en Montérégie, tu n'as pas besoin de carte de compétences pour travailler dans un garage. N'importe qui entre dans un garage, n'importe quand. N'importe qui opère un garage sans avoir de carte de compagnon, sans avoir de formation. Alors que dans 75% du reste du territoire, c'est obligatoire. Vous allez dans les provinces de l'Ontario, l'Alberta, les provinces les plus axées au niveau économique au Canada, c'est des cartes de compétences obligatoires. Tu ne peux pas travailler après 5 ou 6 ans en Ontario sans avoir une carte de compétences. Au Québec, ben, on a juste 75% du territoire qui est touché et on n'exige pas la carte de compétences à tous les travailleurs. On exige un ratio. Un mécanicien parmi les trois doit avoir une carte de compétences. Fait que c'est vraiment autant on est très bien organisé sur certaines lois, autant qu'on est un peu tout croche dans d'autres. Ceci étant dit aussi à ce niveau-là, il faut que la formation, ça coûte beaucoup d'argent au niveau de nos centres de formation. Oui, on met des cotisations dans ça. Oui, on a l'aval de la loi pour le faire. On a validé tout ça avec le ministère du Travail. On essaie, l'employeur paie sa part des cours de formation, mais on est obligé d'utiliser un peu aussi les cotisations pour investir dans les équipements de formation. La cohérence entre les CPA, on a 6 décrets, ça fait drôle, sont pas pareils les 6. Donc, on n'a pas une harmonisation complète. Fait que là, oui, il y a du travail à faire à ce niveau-là. L'amélioration de la loi sur les décrets, vous l'avez dit tantôt, nous aussi, simplifier tout le processus de modification des décrets. On aime beaucoup M. Bourassa, mais on est tanné de l'appeler pour dire c'est quand est-ce qu'on va avoir notre modification. Il est très gentil, heureusement. Harmonisation et ajustement des amendes, c'est un peu ridicule, nos amendes. Il y en a qui se contrefouent un peu de nous autres. Ils continuent à payer des amendes ridicules, puis ils ne se conforment pas à la loi et à notre décret. Ça devient un peu ridicule. Et il y a aussi toutes les conditions provenant des normes du travail, là, comme vous avez nommé tantôt à quelques reprises. Il y a du travail à faire à ce niveau-là. Taux de diplomation, je vous en ai parlé, c'est ridicule d'avoir seulement 25% de gens formés au Québec. Rayonnement politique, on s'est aperçu en approchant nos politiciens dernièrement avec la possibilité d'avoir une abolition. On a été étonné de voir comment que le milieu politique ne connaît pas les décrets, ne connaît pas le volet des relations de travail. Alors, on a décidé, nous, de s'attaquer à ça dans les prochains mois. On va rencontrer les politiciens, on va rencontrer les partis. On s'en vient dans une belle campagne électorale. On va essayer de mettre une certaine pression parce que j'imagine que le prochain gouvernement va vouloir réfléchir sur l'avenir encore une fois, et on verra ce que ça donnera. Et il y a toute, comme je vous en ai parlé tantôt, toute l'adaptation technologique qui est en explosion dans les véhicules, surtout que là, l'intelligence artificielle est déjà dans l'automobile, mais à faible proportion. Là, ça va exploser. Donc, je peux vous dire que nos métiers sont en très grande transformation. Ceci étant dit, en conclusion de ma part, j'ai essayé de rentrer dans les 8 minutes. C'est pas facile. Alors, on a un système qui fonctionne. Alors, le système, il fonctionne très bien au niveau de l'automobile, puis il fonctionne très bien dans la presque totalité des comités paritaires. Donc, pourquoi mettre à terre un système qui fonctionne? C'est incompréhensible. On est ouvert. Il n'y a pas un comité paritaire qui n'est pas ouvert à la modernisation, puis on est prêt à modifier des choses tant au niveau syndical qu'au niveau patronal. Nous autres, il y a une harmonie dans notre industrie qui est là, qui est là. Il y a pas, la seule place où il n'y a pas d'harmonie, c'est de provincialiser notre décret et de provincialiser la qualification. Il y a juste là que ça fonctionne pas. Mais dans le reste, ça fonctionne très bien au niveau qualification, formation. Tous les projets qu'on fait, là, on a un partenariat extraordinaire.
La prudence s'impose, hein. Une réforme précipitée, on est content que au 27 mars, ils n'ont pas de l'air d'être trop avancés, heureusement, parce que on serait en train de vraiment désorganiser un écosystème qui fonctionne très bien. Euh, Nous autres, on est quand même chanceux. Les gens dans notre milieu travaillent avec un taux de salaire moyen au décret, OK? Donc, notre taux minimum, qui, il y a 10 ans, était ridicule parce on se faisait que redépasser par le salaire minimum. On a réussi, il y a 5 ans, à s'entendre en pleine période de pénurie pour utiliser les taux moyens de l'industrie non syndiquée, qui est l'après-marché. Alors, nos taux minimums sont maintenant les taux moyens d'un mécanicien qui travaille dans l'après-marché et non dans les concessionnaires qui sont basés sur des salaires syndiqués. Même dans les concessionnaires non syndiqués, ils appliquent les salaires syndiqués pour ne pas se faire syndiquer. Ceci étant dit, ça ressemble un peu à ça, notre situation, mais c'est sûr qu'on va se battre. On va se battre pour garder ça. Moi, ça fait depuis 2009 que je travaille dans le milieu des comités paritaires, 2013 comme directeur général, et je suis loin d'être le plus grand fervent des structures, puis de ce que la FCE appelle une certaine lourdeur administrative, qui est totalement fausse en passant. On est tous avec des systèmes informatiques ultra modernes. Demain matin, on débarque à la SAAC, puis je vous jure que on remet ça droite. Honnêtement, on est très, très, très bien organisé. Et pas juste nous autres, l'entretien d'édifices publics, c'est très bien organisé aussi. Je connais pas toutes les autres, mais je pense que c'est vraiment un excellent système. Puis il faut travailler fort pour maintenir ça euh, sur la coche. Merci. Merci beaucoup. Alors, manifestement, on aurait dû prévoir plus de temps, note à nous-mêmes. Alors, je veux quand même, évidemment, qu'on prenne un peu de temps pour céder la parole à Jennifer sur une initiative qui n'a pas fonctionné. Et il y a plusieurs réponses dans le chat pour les personnes qui ont posé des questions. Alors, je vous invite à consulter le chat. Jennifer, la parole est à toi. Peut-être Patrice. Oui, je Oui, vais arrêter. oui. Parfait. Alors, bonjour tout le monde. Merci beaucoup. Merci d'abord au CRIMT pour l'initiative. Effectivement, la loi sur les décrets de convention collective est en danger. Et on salue chaque initiative qui permet de faire connaître ce processus-là, qui est un excellent moyen de protéger des travailleurs vulnérables. Donc, merci beaucoup pour l'initiative. Je tiens à souligner aussi, avant d'entrer dans le vif de mon sujet, que malheureusement, aujourd'hui, le comité paritaire a appris l'abolition du décret, du dernier décret là, sur la construction, donc qui va terminer son existence le 30 avril. Donc, ça justifie encore plus de parler des décrets et de tenter tout ce qu'on peut pour les sauver. On peut les sauver, on peut aussi essayer de les étendre davantage. Donc, parlons de de la demande d'extension de décret qui a été déposée par le SQUES 298 et l'UAS 800, donc deux syndicats affiliés à la FTQ. Ça s'est fait en 2020 pour le secteur des résidences privées pour aînés et pour le secteur des entreprises d'économie sociale en soins à domicile. Je vais vous parler aujourd'hui de celui de la demande visant là, les RPA, résidences pour aînés. Donc, d'abord, si on se fie là, aux critères de la loi, les deux syndicats étaient représentatifs puisqu'ils représentaient à eux deux 45% des travailleurs syndiqués dans les RPA. La convention collective qui a été choisie à l'époque, c'était celle de la résidence Les Jardins du Haut-Saint-Laurent. Ce choix-là a été un des motifs utilisés par le ministère pour refuser l'extension du décret en disant que ce n'était pas représentatif du marché parce qu'étant une trop belle convention collective. Alors, si on se reporte là, à l'année 2020, on était au tout début de la pandémie. Il y avait un manque de travailleurs inouï dans le secteur des résidences pour aînés. Et si on parle spécifiquement
spécifiquement des conditions salariales. Ce qui se donnait à l'époque en RPA, c'était proche du salaire minimum, ça l'est encore trop souvent. Et le gouvernement a annoncé à cette époque-là des primes salariales, notamment de 4 de l'heure pour les préposés aux bénéficiaires en RPA. Et la convention collective de la résidence des Jardins du Haut-Saint-Laurent représentait exactement ça. Donc, le salaire habituel dans les RPA majoré du 4 $. Donc, c'était beaucoup plus proche de ce qu'on retrouvait effectivement dans le secteur public, mais c'était représentatif du salaire payé en 2020 dans les RPA. L'autre raison pour laquelle le ministère a choisi de refuser la demande, c'était parce que la demande n'était pas soutenue par un ou des employeurs. Alors, si on se réfère à ce que Laura nous a dit en début, la loi est quand même claire, là, c'est une partie, un syndicat ou un employeur qui doit demander l'extension d'un décret. Il n'y a aucune nécessité que ça se fasse de façon collaborative, là, entre représentants de syndicats et d'employeurs. On va y revenir à la toute fin. Là, j'ai gardé une petite minute pour vous parler des améliorations souhaitées de notre côté. Ça en fera partie. Je vais partager mon écran pour vous montrer quelques petites données. Alors, ici. Alors, vous devriez voir... Hop, ici. Vous devriez voir ici le portrait de l'hébergement pour aînés au Québec. Donc, on voit que les résidences privées, là, c'est presque 3/4 de l'hébergement au Québec. Les autres publics, là, c'est les deux petites coches qui sont à E45, là, donc la petite coche en rouge, la petite coche en verte, ça, c'est l'hébergement public. Les autres en haut à gauche, cadran en haut à gauche, c'est d'autres types d'hébergements privés. Mais donc, les RPA, ça représente presque 75% de l'hébergement au Québec. Si on voit ensuite le nombre d'unités dans une RPA, on voit qu'il y a une hausse constante du nombre d'unités au début, là, fin des années 2010, mais qu'il y a une stagnation, puis même une baisse dans les dernières années. On va voir pourquoi ensuite. Ce qui est populaire en RPA, c'est les petites unités, un peu comme Caroline disait dans le secteur de l'entretien. Donc, les employeurs avec peu de chambres, c'est ce qui est le plus nombreux. Là. Donc, pour 60% des chambres au total, c'est des résidences qui comptent moins de 50 unités, moins de 50 chambres. Donc, des tout petits employeurs. Par contre, si on regarde les gros groupes, donc les grosses résidences qui comptent quand même pour une majorité de portes, sont détenues par 5 grands groupes au Québec. Ces 5 grands groupes-là, et là, je vais faire une exception pour le groupe Maurice, mais les 4 gros groupes en haut, Chartwell, Cogir, le groupe Savoie, les Résidences Soleil ou le groupe Sélection, ce sont principalement des gens qui investissent en immobilier. Donc, ils ne sont pas dans l'industrie qu'on appelle affectueusement du care, là, du soin aux aînés. Eux, ce sont des promoteurs immobiliers. Leur but dans la vie, c'est de faire de l'argent avec des immeubles. Ce n'est pas de donner des soins. Donc, je fais exception du groupe Maurice, qui est un employeur un peu plus convenable, je pourrais le dire comme ça. Donc, pourquoi un décret dans les RPA, ce serait intéressant? Parce que il y a une grande partie du financement des RPA qui vient déjà du gouvernement, par le biais, par exemple, comme je le disais, de la subvention de 4 de l'heure, qui date de l'ère pandémique, mais qui est toujours en vigueur à ce moment-ci, en 2026. Donc, chaque préposé aux bénéficiaires dans une RPA bénéficie toujours d'une prime salariale de 4 offerte par le gouvernement. Ensuite de ça, les CIUS achètent énormément de places dans les RPA pour loger des aînés qui ne trouvent pas de place en CHSLD public. Et ensuite de ça, vous connaissez peut-être le crédit d'impôt pour le maintien à domicile. 86% des sommes qui sont versées dans ce programme-là sont versées à des aînés qui vivent en RPA. Donc, le financement des RPA vient en grande partie actuellement
du gouvernement et ce serait une bonne occasion, en instaurant un décret, de mettre un peu d'ordre dans tout ça. C'est quoi les conditions de travail en RPA? Ben, les salaires sont très bas, je le disais, souvent proches du salaire minimum pour certains types d'emplois, en tout cas, là, pas ce qui est évidemment préposé aux bénéficiaires ou infirmières, infirmiers, auxiliaires, mais tout ce qui est cuisine, ce qui est salle à manger, ce qui est entretien ménager, on retrouve souvent quelque chose de proche du salaire minimum. Peu de bénéfices autres que le salaire, malheureusement. Aussi, très peu d'emplois de qualité en ce sens d'offrant une pleine semaine de travail. Caroline nous disait quelqu'un en entretien qui travaille 40 heures, quelqu'un dans une RPA qui travaille 40 heures, ça existe très peu. Le maximum des heures qu'on va travailler, c'est souvent autour de 32. Et il y a peu de stabilité aussi au niveau du corps de travail. Euh, le portrait de la main-d'œuvre, c'est 90% des femmes. C'est une main-d'œuvre peu scolarisée, peu formée dans un métier quelconque, souvent en grande portion, surtout dans les régions métropolitaines, évidemment, issues d'immigration vulnérables, euh, qui ont de la difficulté à se loger ou qui viennent de l'étranger. Donc, pourquoi, puis comment, selon nous, à la FTQ, qui avons soutenu là, le SQUES et l'UES 800, devrait s'articuler un décret dans les RPA? Idéalement, il viserait tout le Québec. Euh, un décret peut-être pour les milieux plus urbains, un décret pour les zones plus rurales, parce qu'effectivement, le portrait des résidences est quand même très différent d'un secteur à l'autre. On aimerait qu'il vise les entreprises de toute taille, puis l'ensemble des clauses monétaires, mais évidemment, ayant subi un refus, les deux syndicats, je pense à ce moment-ci, seraient prêts à accepter des compromis là-dessus. Euh, Effectivement aussi, c'est un projet qui sera relancé là, avec l'aide de la FTQ quand on aura un nouveau gouvernement. Osons croire que le gouvernement qui arrivera là à l'automne sera peut-être plus ouvert à l'élargissement des décrets. Pour l'instant, il y a rien de moins sûr, mais bon. Donc, ça sera un outil qui permettrait de privilégier des salaires décents, qui permettrait de contrer la pénurie de main-d'œuvre, parce qu'en RPA, c'est toujours très difficile pour les employeurs d'embaucher. Ça serait aussi un outil de gestion qui permettrait d'améliorer la qualité des services, parce que quand on donne des soins à la personne, d'avoir un taux de roulement parfois de 50% dans une année, c'est absolument inadmissible et ça permettrait donc d'assurer des services de meilleure qualité. Euh, Là, Dahlia, je fais vraiment mon maximum. Je fais ça bien. Il me reste juste mes deux petits enjeux que moi, je voudrais soulever. Laurent en a parlé tantôt, là, l'article 3 de la loi sur les décrets qui dit que toute partie à une convention collective peut demander au gouvernement l'adoption d'un décret en vertu de la loi 2. On parle ni de plusieurs syndicats, ni de plusieurs employeurs, ni d'une alliance. Alors, si on se dote d'une loi avec des règles, il faudrait ensuite de ça que les fonctionnaires ou que le ministre, ultimement, qui doit l'appliquer, se tiennent à ça. Parce que euh, avec l'aide de la FTQ, là, les deux syndicats sont revenus en 2022 avec un nouvel argumentaire très étoffé, démontrant pourquoi la convention collective choisie était la bonne. Et donc, devant cet argumentaire-là, la réponse du ministre a été la suivante, ça a été de dire, ben, trouvez-nous effectivement un employeur, un des 5 gros joueurs, pas n'importe quel employeur, hein, ça, en plus, ça a été très précis, donc un des 5 gros joueurs qu'on a vu tantôt, qui accepterait de travailler avec vous à l'extension du décret et on va examiner ça de façon attentive. Donc, ça respecte pas la loi, ça respecte pas l'esprit derrière tout ça non plus. Donc, il faudrait qu'on s'en tienne donc
à l'article de la loi dans cette nature-là, dans cet enjeu-là. Et notre deuxième point, c'est sur l'article 6, donc, qui nous donne les critères sur la convention collective choisie. Selon l'article, on nous dit que les dispositions de la convention collective doivent avoir acquis une signification et une importance prépondérantes. Donc, c'est assez flou. C'est assez nébuleux et donc nous en 2022, quand on a redéposé là, la FTQ avec le SQUES et l'US 800, on a démontré là, hors de tout doute que la convention collective qui avait été choisie avait une signification et une importance prépondérante dans le secteur et pour le ministère, ce n'était toujours pas suffisant. Donc, voilà, le travail recommencera là, idéalement à la fin de l'année, au début de l'année 2027 pour revenir avec notre demande. Et encore une fois, c'était important de faire connaître la loi sur les décrets. Un grand merci au CRIM, un grand merci. Là, j'ai vu tantôt qu'Alexandre Leduc était parmi nous, donc le député solidaire qui est d'une aide inestimable à l'Assemblée nationale quand il est question de décrets de convention collective. Donc, merci à tous les intervenants. N'abandonnez pas le combat et continuons à faire connaître la loi sur les décrets. C'est de cette façon-là qu'on arrivera à la protéger. Merci beaucoup, Jennifer. Désolée de t'avoir mis là, dans cette position de terminer le webinaire. Il y a beaucoup de questions dans le chat qui ont été répondues au fur et à mesure. Il y avait quand même quelques questions concernant, d'une part, les agences de placement de personnel qui ont été répondues et aussi des questions sur les décrets dans le secteur du vêtement qui, comme vous le savez, pour la plupart, là, ont été abolis à la fin des années 90, début des années 2000 et qui ont amené d'abord à une série de règlements spécifiques rattachés à la loi sur les normes et finalement un règlement unique dans le secteur du vêtement et qui maintenant, si on regarde son contenu, sauf peut-être pour la semaine normale, ressemble en beaucoup de points au contenu finalement de la loi sur les normes du travail. Donc, il y a quand même cette expérience-là. Patrice Jalette, notre collègue, vous réfère aussi à un mémoire de maîtrise qui a été fait sur cette question-là. Donc, pour les personnes intéressées, il y a le lien dans le chat. Écoutez, on dépasse, j'en suis consciente, mais j'ai l'impression que ça va être l'occasion pour faire peut-être une suite là, à ce webinaire pour justement réfléchir prospectivement encore de façon plus soutenue aux pistes de réforme qui convient peut-être de réfléchir collectivement euh, pour justement repenser ce régime-là plutôt qu'une solution, disons, unitaire d'abrogation, d'abolition du régime. Je veux quand même laisser la porte si jamais il y a une ou deux interventions de clôture, peut-être des personnes intervenantes ou dans la salle virtuelle. Après quoi, nous sommes encore 69, donc merci aux personnes qui restent en ligne. Alors, Mario, allez-y, rapidement. Je voudrais remercier tout le monde là-dessus. Moi, ce que j'ai noté surtout, c'est le dynamisme des gens qui travaillent dans ce domaine-là et leur engagement. C'est vraiment extraordinaire. Puis je vous en remercie de de vos interventions. Tout. Ben, merci beaucoup. Je crois qu'on a pu voir effectivement l'engagement des parties prenantes à l'égard du régime, mais aussi de comment ils travaillent avec les spécificités de secteurs qui sont, et je souligne quand même, je ne l'ai pas dit aujourd'hui, mais quand même dans le secteur de l'auto aussi, le rôle du comité paritaire en matière de formation est de mon point de vue aussi quelque chose à réfléchir dans un contexte où on parle de plus en plus de transition de compétences face à différents facteurs de perturbation avec lesquels nos milieux du travail composent. Donc ça aussi, je pense que c'est une piste à réfléchir dans une perspective de réforme. Donc, écoutez, merci à tout le monde vraiment de votre participation. Je pense que vraiment, il y aura une suite à ces échanges. Oui, le webinaire est enregistré et sera mis en ligne sur nos plateformes. Donc, on vous avisera de ça, évidemment. Et vraiment, un grand merci à tous et à toutes. Un webinaire, effectivement, de grand contenu. Et on vous dit à la prochaine. Merci beaucoup.